Donc, on va commencer. Notre TP d'aujourd'hui, c'est le TP numéro 4, dont l'objectif, c'est d'étudier la partie contrôleur et la partie vue. Pour cela, on va créer une petite application basée sur deux classes, donc classe étudiant et classe groupe qu'on a déjà vu. Puis, on va générer les contrôleurs d'une façon automatique. Puis, donc, on va créer notre propre contrôleur et notre propre vue manuellement pour qu'on puisse bien connaître donc la partie contrôleur et la partie euh, vue. Pour cela, donc, on va créer un nouveau projet. Le projet qu'on va créer, comme d'habitude, du type modèle view controller de type MVC. Next. Donc, on va l'appeler WebApp. WebApp. WebApp scolarité M. Pour dire que c'est une application qu'on va développer manuellement côté contrôleur et côté vue. Next. Create. On attend donc le démarrage de notre application. Et voilà notre application. On va commencer donc par la création de la partie modèle. Pour cela, avec un clic sur le bouton droit sur Models, Add, Classe. Donc, on va créer la classe groupe. Voilà. Ajouter. Donc, la classe groupe va contenir la propriété ID et la propriété lib group. Et on va ajouter donc la notation display pour configurer le nom de la propriété libgroup. Donc, on va changer le nom de la propriété libgroup côté affichage en groupe. Ensuite, donc, on va répéter le même travail. Clic droit sur Models, Add, Ajouter, Classe. Maintenant, on va ajouter la classe étudiant. Donc, la classe étudiant, elle va contenir la propriété ID qui sert comme clé primaire. Donc, la propriété nom, prénom, ensuite, la propriété du type datetime intitulée date N, c'est-à-dire date de naissance. Et on va ajouter donc la notation display. Donc, pour prénom, on va ajouter donc le label prénom avec accent. Pour date N, le label, ça sera date de naissance. Aussi, pour date N, comme on a vu dans le TP précédent, on va ajouter la notation date type pour spécifier que le type de la date, c'est simplement la date et non pas date A. Donc, pour cela, ici, le type, c'est date. On termine par l'étape
3, après donc les propriétés de base et les annotations, termine par les propriétés de navigation qui vont assurer le lien entre étudiant et groupe. Donc, pour un étudiant, un étudiant, donc l'étudiant, il admet un seul groupe. Pour cela, on doit réaliser une propriété de navigation. Les propriétés de navigation, ils doivent contenir le mot-clé virtuel. Puisque l'étudiant, il admet un groupe, donc la propriété, elle est du type groupe et elle va être nommée aussi groupe. Comme on a dit dans l'ATP précédent, puisque la propriété elle est simple, on doit ajouter la clé étrangère. La clé étrangère, elle doit être réalisée de la façon suivante. Le nom de la classe et on ajoute ID. On ne doit pas oublier aussi le point d'interrogation au niveau du type groupe pour dire que la propriété groupe, elle est nullable, c'est-à-dire elle va contenir nul ou groupe. Donc, point d'interrogation devant le type groupe. Donc, toutes les propriétés de navigation doivent être nullables. OK? Donc, pour groupe maintenant, donc pour le type groupe, un groupe, il contient plusieurs étudiants. Pour cela, la propriété de navigation, comme d'habitude, on ajoute virtuel. Le type, c'est quoi ici? C'est iCollection de étudiant. Le nom de la propriété, c'est étudiant. À la fin, S pour dire que c'est une collection. Et on ne doit pas oublier au niveau du type le point d'interrogation pour qu'il soit nullable. Donc, l'étape suivante, c'est de créer la configuration nécessaire, c'est-à-dire la classe de contexte, l'installation de l'entity framework, la classe de contexte, la chaîne de connexion, la mise en relation entre classe de contexte et chaîne de connexion. Pour réaliser tout ça, au lieu de les faire manuellement, on a vu que la meilleure solution, c'est de créer un contrôleur et de le supprimer pour obtenir cette configuration automatique. Donc, je clique avec le bouton droit sur le contrôleur, ajouter contrôleur. Clique, bouton droit sur le contrôleur, ajouter contrôleur. Je vais choisir le contrôleur MVC Controller with Views using Entity Framework. Donc en français, contrôleur MVC en utilisant Entity Framework, notre ORM Entity Framework. Ajouter. Donc, je choisis n'importe quelle classe, que ce soit étudiant ou groupe, côté modèle classe. Côté classe de contexte, je n'ai pas de classe de contexte, donc je clique sur plus. Je vais spécifier le nom, scolarité DB contexte. Donc, le nom de la classe de contexte, ça sera scolarité DB contexte, se trouvant dans Data, se trouvant dans Web App, scolarité M, notre projet. On clique maintenant sur Add pour ajouter la classe de contexte, puis Add pour créer un contrôleur groups. Donc, on va créer un contrôleur groups avec les vues. Donc, on a Generate Views, elle est cochée, c'est-à-dire on va créer le contrôleur et les vues. Add. Donc, il est en train d'installer Entity Framework. Vous voyez, Installing NuGet Package. Scaffolding, c'est-à-dire la génération automatique du code source, ainsi que la configuration par défaut. Donc, pour que la génération de code se termine correctement, le projet doit être compilé avec succès.
Donc, après la création du contrôleur groups controller, donc on va le supprimer, ainsi que ces vues. Les vues donc se trouvent dans le dossier views, dans un dossier groups. Donc, on va supprimer tout le dossier groups. Donc, après la suppression, on va entamer la configuration. Donc, l'installation s'est déjà réalisée grâce à la création de contrôleur. Dans le dossier data, on trouve notre classe de contexte, intitulée scolarité DB contexte. Dans cette classe, on doit créer deux collections, collection groups et collection étudiants. Pour cela, je vais supprimer cet espace de nom. Je vais nommer la collection groups avec S, puis avec un copier-coller ou duplication, on va créer la collection du type DBC de étudiant, intitulée étudiant à la fin S. Juste après, donc, on va configurer notre chaîne de connexion au niveau du fichier appsetting.json. Donc, on va juste modifier le nom de la chaîne de la base de données. Donc, je vais supprimer ce nom qui est un peu long. Je vais mettre scolarité DB, par exemple, 2704. On termine par la migration pour créer notre base de données. Donc, on accède à Tools, NuGet Package Manager, Package Manager console. Donc, la première commande, c'est add -migration. Et on doit donner un nom à cette migration, par exemple MG1. Le nom de la migration, c'est un nom arbitraire. Donc, add migration, MG1. Donc, juste, on va vérifier maintenant le code de notre migration MG1. Donc, ce code contient la création de la table groups, contenant ID et libgroup. Et ID, ça sera la clé primaire. Puis, la création de la table étudiant avec ID, nom, prénom, date, N, groupe ID. Et ID, ça sera la clé primaire. Et groupe ID, c'est la clé étrangère. Donc, on doit faire cette vérification. Parce qu'on peut créer une conception fausse au niveau de modèle qui va impliquer une base de données fausse. Dans ce cas-là, s'il y a une erreur, on exécute remove migration, puis on corrige notre modèle, puis on fait une deuxième migration. Puisque notre conception au niveau de modèle elle est correcte, donc on va appliquer ce code pour créer notre base de données. Donc, on va exécuter la commande update database. Et voilà, notre base de données a été créée et avec succès. Ensuite, donc, on procède à créer les deux contrôleurs ainsi que leur vue, donc le contrôleur groups et le contrôleur étudiant. Pour cela, au niveau de contrôleur, on clique avec le bouton droit, ajouter, contrôleur, entity framework, on choisit la classe étudiant. On ne doit pas créer de nouveau une nouvelle classe de contexte. On doit choisir la classe de contexte déjà créée et ajouter. Ensuite, le deuxième contrôleur, c'est le contrôleur groups. On attend donc que la génération se termine. Et voilà. Donc,
Les deux contrôleurs sont créés, donc on va exécuter notre donc on attend l'exécution de notre application. Voilà notre application. On va exécuter le contrôleur groups, donc slash groups. Voilà, le nom c'est groupe, c'est pas les groupes. Create new. Lorsque je clique sans ajouter un groupe, donc un message erreur qui s'affiche, on va ajouter deux groupes, groupe 1 et groupe 2. Puis, on va exécuter le contrôleur étudiant. Étudiant. Voilà. On va ajouter un nouveau étudiant. Le nom, par exemple, Taïf, le pronom OSR. La date de naissance, voilà sur un calendrier. Et le groupe, on a deux groupes. Donc, on va choisir le groupe 1. On va ajouter un deuxième étudiant AA. Et l'étudiant AA se trouve dans le groupe 2. Donc, dans ce qui suit, on va essayer donc de créer donc, le contrôleur étudiant ainsi que ses vues manuellement pour qu'on puisse bien comprendre le code source qui a été généré. Donc, ce code source qui a été généré. OK? Donc, on commence par créer un contrôleur. Donc, on clique avec le bouton droit sur le contrôleur. Add contrôleur. Maintenant, on va créer un contrôleur empty, vide. Un contrôleur vide. Ajouter. Donc, pour le nom du contrôleur, on doit supprimer ce A parce que le nom du contrôleur doit se terminer par contrôleur. Donc, on supprime le A. Oui, je vais nommer ce contrôleur ETDM, étudiant manuel. ETDM. ETDM compte contrôle. Voilà donc ce contrôleur qui a été créé. Donc, un contrôleur vide. Après, au niveau de views, on doit créer un dossier, donc ajouter, folder. On va l'appeler avec le nom du contrôleur ETDM. Voilà. Puis, on va créer dans ce dossier une vue. Donc, clic droit, Add, View. Une vue vide aussi, intitulée avec le nom de l'action. Donc, notre action ici, c'est index. Donc, ici, c'est index aussi. Donc, c'est bon. Ajouter. Voilà la vue index. J'exécute pour tester. On attend donc l'exécution. Donc, le nom de contrôleur, c'est UTD. Hein? Voilà une page vide parce que notre vue, elle est vide. Donc, dans ce que suit, on va essayer donc de se connecter à la base de données, de récupérer les données au niveau de l'action index, puis de passer ces données en paramètre à la vue index qui va assurer l'affichage. Déjà, on a vu ça au niveau de premier TP. Voilà donc la figure descriptive du modèle MVC. Donc, l'utilisateur va envoyer une requête HTTP au niveau du contrôleur. Lorsqu'on va accéder à la base de données, on passe par le modèle. Le modèle va interroger la base de données avec une requête SQL. On récupère les données au niveau du modèle.
Les données sont retournées au niveau du contrôleur, c'est-à-dire au niveau de l'action spécifique du contrôleur. Et après, on va passer ces données en paramètres à la vue concernée. Donc, l'étape, maintenant, c'est de se connecter à la base de données à travers l'action index et de récupérer les données souhaitées. OK? Donc, la connexion à la base de données ne sera pas faite directement en MVC, donc à travers le modèle. Donc, comme on a expliqué ça au niveau des premiers TP, au niveau de MVC, on ne va pas communiquer directement à la base, on va travailler avec la base, disons, virtuelle. Voilà, la base en mémoire centrale, c'est la classe de contexte. Donc, notre base de données maintenant, c'est notre classe de contexte. Au lieu de travailler avec les tables, on va travailler avec les collections. Donc, notre base de données, c'est scolarité DB contexte. Les tables, ce sont les collections groups et étudiants. Et après, ces collections et cette classe de contexte va synchroniser automatiquement avec la base de données. OK? Donc, pour qu'on puisse interroger notre base de données, on doit réaliser une instance de la classe de contexte, scolarité DB contexte. Donc, au niveau de notre contrôleur ETDM, donc, on doit réaliser une instance de la classe de contexte intitulée scolarité DB contexte. Donc, private scolarité DB contexte. Ben, au lieu de réaliser new scolarité DB contexte, donc, selon les normes du MVC, on va utiliser donc l'injection de dépendance. Qu'est-ce qu'on voulait dire par l'injection de dépendance? Donc, au lieu de faire une instantion directe, on doit passer par le constructeur. Donc, on va déclarer juste une instance contexte et après, je clique avec le bouton droit, Quick Action and Refactoring, et on va générer un constructeur. Le constructeur qui va prendre en paramètre donc l'attribut contexte. OK. Et voilà donc notre constructeur UTM contrôle. OK, voilà. C'est l'équivalent du contrôleur étudiant. Voilà, au niveau du contrôleur étudiant qui a été généré automatiquement. Voilà donc l'objet contexte. Et voilà notre constructeur. Donc, pour récupérer les données d'une collection, donc contexte, point, on a deux contextes, on a groupes et étudiants. Étudiants, par exemple, voilà, point to list. Donc, cette instruction remplace select étoile from, etc. et la connexion de la base de données et tout le code que vous avez vu donc pour se connecter à une base de données en utilisant donc les drivers tels que ODBC ou les DB, etc. Donc, en utilisant l'ORM, on accède directement à la collection étudiant. Pour ajouter un étudiant, dans contexte, pour ajouter un étudiant, contexte.étudiant.add. Voilà. On ajoute tout un objet. Pour supprimer, remove. Et pour modifier, update. Donc, ça, c'est la facilité réalisée par notre ORM Entity Framework. Et comme vous avez vu, donc, l'accès à la base, c'est un accès orienté au objet. On n'a pas besoin de requête SQL. OK? Donc, on va travailler étape par étape. Donc, pour retourner ces données-là, on peut par exemple déclarer var res égale contexte.étudiant.toList. Et
au niveau de return view, on va ajouter return RS. Donc, on a réalisé l'accès à la base. On a passé le résultat RS au niveau de à la vue correspondante à index. On passe maintenant à la vue index. Donc, on supprime ce commentaire. Donc, ça, c'est un commentaire à plusieurs lignes. Ça, c'est un bloc C# qui est vide. Donc, pour écrire un code C# dans un fichier web, donc l'index.cshtml, c'est un fichier web. Donc, pour écrire une instruction C# dans le web, soit on met at pour une seule instruction, soit at accolade pour écrire un bloc d'instructions. C'est pratiquement sur l'équivalent de PHP inférieur, point d'interrogation, PHP, etc. OK? Donc, la première instruction qu'on doit réaliser dans la vue, c'est déclarer le modèle avec lequel on va travailler. Donc, on va travailler un index d'une liste d'étudiants. Donc, le modèle, pour déclarer le modèle, avant tout, on utilise @model. Donc, l'instruction @model. @model, c'est en C#. Donc, pour cela, on ajoute le add. Donc, notre modèle, c'est quoi? C'est une collection d'étudiants. Pour cela, on doit ajouter l'interface INumerable. INumerable de étudiants. Donc, maintenant, on va créer donc, la structure de la vue. Par exemple, on va commencer par H1 et le titre qui sera, par exemple, liste étudiant. Après, on va créer la table qui va contenir cette liste. Donc, la balise table, c'est head. Après, c'est body. OK? Après, donc, au niveau de TR, on va créer l'entête du tableau. Donc, TR avec plusieurs TH. On va afficher le nom, le prénom, la date de naissance et le libre groupe. OK? Pour cela, au niveau de la première TH, normalement, on écrit non. Mais on a une autre méthode en utilisant ce qu'on appelle des HTML helpers. Donc, les HTML helpers ont des fonctions C# qui permettent d'accéder au modèle et de récupérer le nom de la propriété. Donc, puisque c'est du C#, tous les HTML helpers appartiennent à la bibliothèque HTML. Pour cela, HTML.display name for. OK? X flèche, X point, non. Donc ici, on utilise une fonction display name for qui prend comme paramètre non. C'est-à-dire le nom, on va afficher le nom de la propriété, non. OK? Le nom, que ce soit le nom de la propriété, on va accéder au modèle, ou le nom qui sera affiché en utilisant display. Si on écrit d'une façon statique, non, on ne peut pas accéder aux changements qu'on a réalisés à travers les annotations, à travers la méthode display. Donc, pour la deuxième propriété, donc c'est prénom. Après, c'est date, naissance, CTRL D, puis donc ici, X flèche, groupe. Voilà. On va afficher le nom de la propriété au groupe. Donc voilà, on a extracté les 4 noms du colonne à partir du modèle directement en utilisant la HTML helpers intitulé display name for. Donc cette écriture, c'est quoi? Donc cette écriture s'appelle une fonction lambda, c'est-à-dire
Donc, c'est le fait d'écrire une fonction. Donc, display_info est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Donc, cette fonction, elle va décrire sous forme y est égal à f de x, comme en mathématiques, ou x flèche x point, entre x flèche f de x. Sachant que le x, c'est une variable muette, c'est pour décrire l'oral, c'est tout. Donc, on peut remplacer x par y. C'est bon? Y flèche y point, point non. C'est bon? Donc, maintenant, on va passer à l'écriture du corps du tableau. OK? Donc, pour écrire le corps du tableau, on doit parcourir la collection des étudiants passés en paramètres. La collection d'étudiants, elle est déclarée au niveau du modèle. Donc, le modèle, il est déclaré avec M minuscule, mais dans l'utilisation, on l'utilise avec M majuscule. Pour cela, on va faire un parcours en C#. Pour cela, on ajoute le at en utilisant le for each. Donc, for each avec double tabulation. Donc, pour suggérer une portion de code source C# du for each. For each var item in collection. La collection qu'on va parcourir, c'est module avec M majuscule. Donc, comme on a dit, on déclare le modèle avec M minuscule. On l'utilise avec M majuscule. Pour chaque itération, on va réaliser une balise TR, une ligne. Dans chaque TR, on va écrire la première TD en utilisant donc aussi des HTML helps. Comme on a utilisé le HTML helps ici pour récupérer le nom de la propriété, maintenant on va récupérer le contenu de la propriété. Donc c'est html.displayFor maintenant. C'est pas display_info, displayFor. X flèche item.nom. Donc ici, la fonction qu'on va affecter à displayFor, c'est item.nom. OK? L'item en cours, .nom. CTRL D, 3 fois. Ici, donc, item.prénom, item.date, naissance. Et ici, on va afficher le nom du groupe. Donc, ici, on va voir l'utilité des propriétés de navigation qu'on va utiliser. Donc, l'item, c'est quoi? C'est un étudiant. Un étudiant, il est créé sous forme de nom, prénom, date, et le groupe ID, groupe. Donc, on va utiliser maintenant cette propriété de navigation groupe. Voilà donc, item, point, voilà, groupe, point, lib, groupe. Voilà l'utilité de cette propriété de navigation groupe. C'est pour naviguer de la classe étudiant vers groupe, vers lib, groupe. Donc, on a réalisé une jointure, mais en utilisant les propriétés de navigation. Ce n'est pas en SQL, c'est pas en SQL. OK? J'exécute. On attend l'exécution. Donc, ETDM. Et voilà, donc, liste étudiant. Donc, étudiant, c'est faux. Je vais la corriger, faute d'orthographe. Voilà le tableau. OK? Mais ici, on a deux erreurs. On a la mise en forme du tableau, c'est pas joli, donc on va utiliser le bootstrap. Et le groupe n'est pas affiché. On va corriger ça étape par étape. On va commencer par l'orthographe. Étudiant. OK. Pour le CSS, le bootstrap, donc on va ajouter la classe
table. Je vais tester. UTD-M. Voilà donc l'effet de la classe table. Et maintenant, pour l'hypergroupe n'est pas affiché parce que ici, lorsqu'on a récupéré le contenu de la base de données, on a envoyé seulement la classe étudiant, la collection étudiant. Or, la collection étudiant, elle contient seulement le nom, le prénom, la date de naissance et le groupe ID. Pour cela, on doit envoyer à la vue la liste des groupes, la jointure entre étudiants et groupes. Comment on fait ça? En utilisant la fonction include. Include. Étudiant. Donc, étudiant. Voilà, include x flèche x point groupe. Voilà, point to list. Donc ici, on a envoyé la jointure entre étudiants et groupe. Mais la jointure, ce n'est pas en SQL, c'est en utilisant la fonction include. J'exécute maintenant. ETD1. Et voilà, la liste de groupes affiche. OK? Donc, on termine maintenant par l'ajout du module d'ajout d'un étudiant. Donc, pour cela, on doit ajouter ici un lien hypertexte ajouté, équivalent à celui-là. Donc, étudiant. Voilà, on va ajouter le bouton Create New. OK? Donc, au niveau de notre vue index, juste après le titre, on va ajouter un lien hypertexte. On connaît que le lien hypertexte, c'est la balise A. Et donc ici, on va mettre le texte cliquable, c'est ajouté. Et href égale. On voit que href accède à des dossiers et des fichiers. Or, pour nous, on travaille avec du MVC. Donc, l'adresse, c'est des classes et des méthodes. Donc, href, elle n'est pas adéquate à l'architecture MVC. Pour cela, donc Microsoft a facilité la tâche aux développeurs. Elle a créé ce qu'on appelle des tag helpers. On a des HTML helpers, là, on a les fonctions C#. Et on a aussi des tag helpers. Des tag helpers sont des attributs qui font appel à des fonctions C#. Donc, ici, on va utiliser ASP. Les tag helpers commencent tous par ASP. ASP action. Pour lui mentionner l'action où on va où on veut accéder. Donc, on veut accéder, par exemple, à l'action ajout. C'est bon? ASP action, ajout. J'exécute. On attend l'exécution. Voilà, UTD-M. Voilà, ajout. Ajouter au nouveau. Je veux le modifier au nouveau, c'est mieux. Hein? Et voilà, il accède à UTD-M. Ajout. C'est bon? Donc, il accède au contrôleur UTD-M à l'action ajout. Donc, je vais remplacer ça par nouveau. Le texte nouveau, c'est mieux. Et on peut même ajouter du CSS. Donc, on ajoute classe BTN.
BTN moins primary. Voilà, pour modifier le lien hypertexte en bouton. Voilà, voilà, c'est en forme de bouton. Pour les fonctions C# écrites en HTML, par exemple l'aspect action ou display info, les tags helpers et les HTML helpers, ce sont du C#, mais après la compilation, on trouve que du HTML5, CSS3. Donc, le code final, ça sera du code normalisé. Donc, maintenant, après la création du lien hypertexte ou du bouton nouveau, on va accéder à notre contrôleur pour créer là où les méthodes, ou les c'est-à-dire là l'action ou les actions nécessaires. Donc, public, action, result, ajout. Voilà. Return et view. Donc, l'action ajout, cette action, est-ce que son rôle de faire l'ajout à la base de données ou autre chose? Non. L'action ajout, cette action ajout, son rôle, c'est d'afficher le formulaire d'ajout, c'est avant tout. Donc, on a ici, on a deux étapes. L'affichage du formulaire, puis la récupération du formulaire et l'insertion vers la base de données. Donc, juste maintenant, la fonction ajout, ça va servir comme action support pour afficher une vue. C'est bon? Pour cela, le code source, c'est juste return view. C'est bon? Donc, maintenant, on accède au dossier UTDM, ajouter, view vide, empty. On va créer la vue à ajout qui va servir, comme on a dit, comme support pour afficher la vue ajout. On supprime tout ça. Donc, on accède à la vue ajout. Je veux mettre un petit titre avec une balise H1, ajouter, étude, étudiant. Je vais tester ça. Donc, ETDM, nouveau, et voilà, ajouter étude, étudiant. Maintenant, on va créer donc le formulaire qui permet d'ajouter un étudiant. Donc, avant de créer le formulaire, on doit relier chaque vue à un modèle. Donc, comme d'habitude, at modèle étudiant. Le modèle, c'est étudiant. Parce qu'on va gérer un simple étudiant. Axe, l'index, on gère une collection d'étudiants. Pour cela, on a ajouté l'interface à un numéro. Pour représenter le formulaire, soit on utilise du CSS, soit on utilise un tableau. Je préfère un tableau, c'est plus simple. Donc, table, TR. Dans chaque ligne, on va afficher un label et une zone de texte. Pour cela, le premier TD, donc, at HTML. Non, on va utiliser la balise label. La balise label. Avec aspect for. Non. On va relier donc le label avec, en utilisant aspect for. Le HTML, le tag helpers aspect for permet de relier une balise à une propriété du modèle. OK?
Au niveau du deuxième TD, on va utiliser input et aspect fort. Non. On va faire du copier-coller de cette ligne. On va relier avec prénom. Prénom. Une troisième ligne qui sera liée avec la colonne ou la propriété date n. Et le quatrième qui sera relié avec la colonne groupe ID. Mais le problème ici, c'est au niveau affichage. Donc, pour la colonne groupe ID, voilà la propriété groupe ID, elle doit être reliée ici avec un combo box qui affichera les groupes et on récupère de ce combo box un groupe ID. Donc ici, on doit créer un combo box. Voilà donc, on a besoin d'ajouter et de créer un combo box. Donc le combo box doit être créé au niveau du contrôleur, puis il doit être envoyé à la vie concernée. Donc ici, on doit créer donc un combo box en utilisant new select list. New select list, voilà. C'est une fonction. Donc, on va utiliser la syntaxe à 3 paramètres. La source de données, les items, data value et data text. Le data value, c'est la valeur récupérée du combo box. Data text, c'est la valeur affichée. Donc, pour la source de données, c'est quoi? C'est la collection, donc contexte, point, groups. Donc, on va récupérer tous les groupes. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va récupérer ID et on va afficher la colonne, normalement, libre groupe. Pour cela, je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc, cette select list, elle sera envoyée à la vue. Donc, en utilisant un view data ou view bag. On sait que le view data et le view bag sont équivalents. Donc, view bag, par exemple, point CMB ou CMB group égale new select list. On peut envoyer ce même combo box en utilisant view data. Donc, je vais faire une autre copie avec view data. Donc, au lieu de viewbag.cmp group, ça sera view data. View data, c'est un tableau. Et comme index, CMB group. Donc, ces deux écritures sont équivalentes. OK? Donc, maintenant, au niveau de l'action ajout, au lieu d'utiliser maintenant un input, on va utiliser donc la balise select avec aspect fort group ID et aspect items. Donc, les items ici, c'est à partir de combo box qu'on a déjà créé, CMB group. OK? Donc, ici, at viewbag ou viewdata. Si viewdata, c'est entre guillemets CMP group, c'est ici viewbag, donc , point CMB group.
J'exécute. ETDM, nouveau. Voilà notre combo box contenant groupe 1 et groupe 2. Maintenant, on doit ajouter la balise for pour qu'on puisse envoyer les données du formulaire. Voilà donc ici la balise for. Donc, aspect action, c'est ajout. Donc, on peut utiliser un autre nom, mais d'après le code qui a été généré automatiquement, le code généré a utilisé le même nom. Pour cela, on va faire le même travail. Aspect action pour aspect pour la méthode. Méthode, c'est post. Donc, et on doit ajouter maintenant une autre ligne ici qui va contenir le bouton Submit et le bouton Retour. Donc, le premier TD va contenir le bouton Submit. Donc, Input, Type, Submit, Value, ajouter, enregistrer. On peut ajouter même de CSS, classe, BTN, primary. Et on doit ajouter ici un lien au niveau de même cellule, un lien hypertexte, donc c'est la balise A, intitulé retour. Ce lien hypertexte, il va faire un retour vers l'action 1, index. On lui ajoute aussi de CSS avec BTN secondary. J'exécute. Voilà donc nouveau. Voilà le bouton enregistrer, le bouton retour. Donc maintenant, on doit créer une nouvelle action ajout parce que notre formulaire va envoyer les données. Oui, le formulaire ajout va envoyer les données vers une action ajout. Voilà, donc on va créer une nouvelle action ajout. Donc, mais cette action, elle va récupérer du formulaire un étudiant. Pour cela, on déclare un étudiant du type étudiant. Et pour séparer les deux actions, on doit ajouter une annotation HTTP post. Parce que cette action, elle va récupérer les requêtes HTTP post, celle-là, elle sera exécutée à travers un lien hypertexte, donc elle accepte les HTTP GET. OK? Donc, dès qu'on récupère l'étudiant, donc, on va essayer de l'ajouter à la base de données. Donc, contexte.étudiant.add. Maintenant, on va assurer l'ajout add étudiant. Donc, la fonction add permet d'ajouter un étudiant à la collection des étudiants.
mais pas encore à la base de données. Donc, on doit maintenant exécuter la fonction save changes qui permet donc de synchroniser entre les collections et la base de données. Il y a ici une petite erreur. Il dit en contrôle l'ajout, not all code path return no value. Et maintenant, après l'ajout, qu'est-ce qu'on doit réaliser? Un retour. Bon. On ne va pas retourner une vue, mais on va faire une redirection vers l'index. Pour cela, on réalise redirect. Redirect to action. Index. Ah, il nous manque aussi le return redirect to action. J'exécute. Il y a une petite erreur. Il nous manque un accolade de la classe. Voilà. ETDM. Nouveau. Ben Ali. Le prénom Ali. La date de naissance, c'est aujourd'hui. Le groupe, c'est le groupe 1. Enregistré. Et voilà, l'ajout a été réalisé avec succès. Une petite autre partie qu'on va ajouter, c'est la gestion des erreurs. Parce que si on ajoute un étudiant avec des données incorrectes, par exemple des données vides comme ça, enregistrées, voilà, le programme, il se plante. Donc, on a travaillé seulement le cas idéal. Mais en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tester sur la variable model state .isValid. Donc, ASP.NET a simplifié la chose aux développeurs. Au lieu de tester sur tous les attributs, on teste sur une seule variable, c'est model state. Donc, if model state.isValid, on réalise l'insertion, donc on réalise tout ça. Sinon, else, ou on n'a pas besoin même du else parce qu'ici on a un return. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner la vue à jour avec l'étudiant en cours. Donc, avec la variable étudiant. Pourquoi? Pour que le formulaire retourné d'ajout soit rempli avec les données de l'étudiant pour qu'on puisse regarder l'erreur, pour qu'on puisse apercevoir l'erreur. On va tester ça. Ajouter, enregistrer, par exemple. Voilà, les données sont retournées, mais le combo box n'existe pas parce qu'en cas d'erreur, on doit retourner aussi le combo box de nouveau et on doit afficher les erreurs. Donc, deux étapes, rapidement, on va les réaliser. Donc, la première, c'est l'envoi du combo box. Voilà, CTRL-C et CTRL-V. La deuxième, c'est l'affichage. C'est l'affichage du quoi? Des messages des erreurs. Donc, au niveau de l'interface ajout, on va ajouter ici un TD avec, au lieu d'ASP fort, au lieu de input, c'est donc ASP. Donc, on va remplacer ça par une balise ASP, une balise SPIN avec le tag helpers ASP validation for non. On peut ajouter aussi classe text danger
Texte danger pour que la couleur soit rouge, du message d'erreur. Je vais copier celui-là ici et ici. Ça, c'est prénom. Et celle-là, c'est date 1. Malgré que la date 1 ne nécessite pas une gestion d'erreur parce que c'est un combo box. J'exécute. Nouveau. Ben Salah. Salah. Groupe 2, enregistré. C'est bon. On va gérer un cas d'erreur. Par exemple, le prénom, c'est DD. Enregistré. The non-field is required. The value is invalide parce que nous manque une date. Lorsque je spécifie la date enregistrée, voilà. Il nous manque le nom, DD, enregistré. Et voilà donc toute une petite application. Donc, avec la gestion des erreurs et tout. Donc, dans le reste, juste pratiquement sur le même code. Donc, c'est du copier-coller avec la modification des attributs et la modification du modèle. Il nous manque donc la modification et la suppression. Donc, on va les terminer juste après.